L'Atlantide. Ce nom évoque des images de cités englouties, de technologies incroyables et d'une civilisation en avance de plusieurs millénaires sur son temps. Il est devenu synonyme du plus grand mystère, d'un paradis perdu et du rêve éternel de l'humanité, d'un âge d'or. Les légendes de l'Atlantide ont inspiré aventuriers, scientifiques, mystiques et écrivains pendant des siècles. Mais comment ce nom nous est-il parvenu ? De quelle profondeur de l'histoire ce mythe a-t-il émergé, au point de devenir plus réel que bien des faits avérés ? Contrairement à une idée répandue, l'histoire de l'Atlantide n'est pas un mythe antique transmis oralement depuis la nuit des temps. Elle n'est gravée ni sur des tablettes d'argile sumérienne, ni mentionnée dans les papyrus égyptiens qui nous sont parvenus. Cette légende a une source unique, spécifique, précise et indiscutable. Il s'agit de Platon. Pour comprendre la naissance de ce mystère, il nous faut remonter au IVe siècle avant J.C., au cœur du monde intellectuel, Athènes. C'était une ville qui se souvenait encore de la grandeur de Périclès, mais qui avait déjà subi une défaite humiliante lors de la guerre du Péloponnèse. Une ville où les débats sur la justice, l'État, l'âme et le sens de la vie faisaient rage sur l'agora, au milieu des portiques de marbre. C'est là, à l'ombre de l'acropole, que le grand philosophe Platon, disciple de Socrate, le défunt, fonda son académie, la première université du monde occidental. Et c'est là, dans ses œuvres philosophiques, qu'il révéla pour la première fois au monde l'existence de l'Atlantide. Platon n'a pas écrit de chroniques historiques. Son œuvre se compose de dialogues, des conversations philosophiques où ses personnages explorent les questions les plus complexes de l'univers. Et dans deux de ces derniers dialogues, Timée et Critias, Platon tisse dans la trame du discours cosmologique et politique un récit qui transformera à jamais notre compréhension du passé. Le narrateur du dialogue est l'aristocrate athénien Critias, un parent de Platon. Il affirme que ce récit n'est ni fiction ni mythe, mais une authentique tradition familiale. Il prétend que le grand législateur athénien Solon l'entendit pour la première fois lors de son voyage en Égypte. Là, dans l'antique cité de Saïs, les prêtres du temple de la déesse Neith lui contirent des événements de l'Antiquité, oubliés depuis longtemps par les Grecs eux-mêmes à cause des nombreux cataclysmes qui ravagèrent leur civilisation. Les prêtres égyptiens racontèrent à Solon que 9000 ans avant son époque, soit vers 9600 avant J.C., existaient deux grandes puissances. L'une était l'Athènes antique et renommée, non pas celle que Solon connaissait, mais son ancêtre idéal et valeureux, une cité de guerriers et de philosophes accomplis. L'autre était l'Atlantide. Selon Critias, l'Atlantide était une vaste île située dans l'océan Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule, nom grec du détroit de Gibraltar. C'était un royaume d'une richesse et d'une puissance incroyables, fondé par Poséidon, dieu des mers en personne. Il tomba amoureux d'une mortelle nommée Clito et, pour la protéger, créa 3 cercles concentriques d'eau et 2 cercles de terre autour de la colline où elle vivait. Ces 10 fils demi-dieux devinrent les premiers rois de l'Atlantide, se partageant l'île et les terres environnantes en 10 royaumes qui régnèrent en harmonie et en paix. Platon brosse un tableau fascinant. L'Atlantide était une merveille d'ingénierie et de sciences naturelles. Des canaux reliant les anneaux d'eau permettaient aux navires d'atteindre le cœur même de l'île, le centre de la capitale. Des ponts recouverts de cuivre, d'étain et de l'orichalque, ce métal mystérieux et scintillant plus précieux que l'or, reliaient les différents anneaux de terre. Les temples dédiés à Poséidon et à Clito
était d'une taille impressionnante et orné d'argent et d'or. Le sol de l'Atlantide était fertile et permettait 2 récoltes par an. Ses profondeurs recelaient des richesses inestimables et même des éléphants parcouraient ces forêts. Les Atlantes étaient bien plus que de simples humains. Le sang divin coulait dans leurs veines et à l'origine, ils incarnaient la vertu. Ils méprisaient la richesse, privilégiant par-dessus tout la sagesse et la noblesse d'âme. Ils étaient justes, pacifiques et magnanimes. Mais au fil des siècles, leur nature divine commença à dégénérer, diluée par les passions humaines. Un orgueil et une avidité démesurée s'enracinèrent dans leur cœur. Leur pouvoir, leur supériorité technologique et leur richesse les corrompirent. De sages souverains, ils se muèrent en tyrans cupides. Aveuglés par leur propre puissance, les Atlantes décidèrent de conquérir le monde entier. Ils s'emparèrent de territoires en Europe et en Afrique et réduisirent leur population en esclavage. Leur immense flotte et leur armée marchèrent vers l'Est pour anéantir la dernière civilisation libre, l'Athènes antique. C'est dans cette confrontation que se révèle la vision philosophique de Platon. Le petit État athénien, vertueux et uni, incarnation de l'idéal, s'engage dans un combat inégal contre un vaste empire riche, mais moralement corrompu. Seuls, les Athéniens affrontent l'épreuve et, grâce à leur courage et leur ténacité, écrasent l'invincible armada atlante, libérant ainsi les peuples asservis. Mais la fin de cette épopée fut tragique pour tous. Les dieux, furieux de l'impiété des Atlantes, décidèrent de les punir. Le dialogue Critias s'achève sur le moment le plus dramatique, mais nous connaissons le dénouement grâce au dialogue précédent, Timée. En un jour et une nuit terribles, comme l'écrit Platon, des tremblements de terre et des inondations sans précédent frappèrent la terre. La vaillante armée athénienne fut engloutie par la faille et l'île d'Atlantide, avec tous ses palais, ses temples et ses habitants, sombra dans les profondeurs de la mer, se transformant en un limon infranchissable, un obstacle pour les marins. L'histoire s'arrête, définitivement. Platon n'a jamais achevé le Critias. Que nous a donc légué ce grand philosophe? Un fragment perdu de l'histoire humaine, préservé par des prêtres égyptiens et transmis par Solon, ou une brillante parabole philosophique, une allégorie de l'éternel combat entre l'ordre et le chaos, la vertu et le vice, un avertissement à ses compatriotes athéniens dont l'empire maritime s'était lui aussi effondré sous le poids de l'orgueil et de la cupidité. Platon alluma une étincelle dans l'imagination humaine, une étincelle qui se transforma en une flamme inextinguible. Il n'apporta pas de réponse, mais il posa une question qui hante les esprits depuis 2500 ans. Il créa l'énigme parfaite, enveloppée de légendes et scellée par l'autorité du plus grand penseur de l'Antiquité. Dès lors, l'Atlantide cessa d'être un simple fait historique. Elle devint légende, et la quête commença. Pour comprendre ce qu'est devenu l'Atlantide, il nous faut remonter aux origines. Non pas aux profondeurs de l'océan, mais au tréfonds de la pensée humaine. Notre voyage ne commence pas avec des cartes et des sonars, mais avec les rouleaux de parchemin du bois de l'Académie à Athènes, vers 360 avant J.C. C'est là, dans ces célèbres dialogues Timée et Critias, que le philosophe Platon a présenté pour la première fois au monde l'histoire de l'Atlantide. Et c'est là le point essentiel. Pour Platon, l'Atlantide n'était pas une fin en soi. C'était un outil, un brillant procédé littéraire, destiné à illustrer sa philosophie politique. Dans ses œuvres, Platon cherchait à décrire l'état idéal, juste, harmonieux, gouverné par des sages.
Il créa l'Athènes antique, exemplaire et vaillante, incarnation de toutes les vertus civiques. Mais pour prouver la supériorité de cette cité idéale, il lui fallait un adversaire digne de ce nom, une antithèse, une ombre contre laquelle la lumière de la valeur athénienne brillerait d'autant plus. L'Atlantide devint cette ombre. Selon Platon, c'était une puissante puissance maritime située au-delà des colonnes d'Hercule. Un continent insulaire doté d'une richesse et de ressources naturelles inimaginables. Sa capitale, avec ses canaux concentriques, ses temples recouverts de métaux précieux et son ingénierie de pointe pour l'époque, était une merveille du monde. Les Atlantes, descendants du dieu de la mer Poséidon, étaient à l'origine nobles. Mais avec le temps, comme l'écrit Platon, leur nature divine s'affaiblit, cédant la place à l'avidité, à l'orgueil et à une soif insatiable de pouvoir. Le récit de Platon est une parabole classique de l'orgueil et de sa chute. Enivré par sa propre puissance, l'Atlantide se résout à conquérir le monde connu tout entier. Seule la petite mais vertueuse Athènes primitive ose la défier. Dans cette lutte épique entre l'esprit et la matière, la modération et l'excès, les Athéniens triomphent. Mais la fin est tragique pour tous. Les dieux, furieux et témoins de la déchéance morale des Atlantes, déchaînent leur colère sur l'île. En 24 heures terribles, écrit Platon, l'Atlantide fut engloutie par la mer et disparut à jamais. Pour les contemporains de Platon et pour les érudits du millénaire et demi qui suivit, le message était clair. Son plus grand disciple, Aristote, aurait considéré ce récit comme une pure fiction, créée par son maître pour illustrer des idées philosophiques. L'Atlantide demeurait une métaphore, une mise en garde contre les dangers de l'ambition impériale et du déclin moral. Il s'agissait d'une hypothèse philosophique et non d'une chronique historique. Pendant des siècles, l'histoire de l'Atlantide est restée confinée aux pages de traités philosophiques connus seulement d'un cercle restreint d'érudits. Mais tout a basculé avec l'avènement de l'ère des grandes découvertes. Lorsque Christophe Colomb et d'autres explorateurs ont découvert un nouveau monde entier au-delà de l'océan, l'idée d'un continent perdu a cessé d'être si farfelue. L'imagination humaine s'en est trouvée stimulée. Cartographes et penseurs ont commencé à se demander: Platon décrivait-il une réalité? L'Amérique était-elle vraiment l'Atlantide? Ou bien constituait-elle un pont entre l'ancien et le nouveau monde? Mais le véritable tournant, qui a transformé la parabole philosophique en mythe d'une supercivilisation, s'est produit bien plus tard, au XIXe siècle. Et c'est là qu'entre en scène une figure clé, le député américain et écrivain amateur Ignatius Donnelly. En 1882, il publia un ouvrage qui allait bouleverser à jamais la perception de l'Atlantide. Il s'intitulait « Atlantide, le monde antédiluvien ». Donnelly a révolutionné le domaine. Il a repris le récit de Platon et a soutenu qu'il fallait l'interpréter non comme une allégorie, mais comme un récit historique littéral. Mais il est allé bien plus loin. Selon sa théorie, l'Atlantide était plus qu'une simple puissance. Elle était le berceau ancestral, la source de toutes les grandes civilisations antiques, l'Égypte, la Mésopotamie, les Mayas et les Incas. Pyramides de part et d'autre de l'Atlantique, mythes du déluge similaires, légendes de dieux barbus venus de la mer, tout cela, selon Donnelly, était l'héritage d'une unique culture mère disparue depuis longtemps. Les Atlantes ont apporté au monde l'alphabet, la métallurgie et l'agriculture. Ils étaient la source de toute connaissance. Le livre de Donnelly connut un succès retentissant. Il offrait une explication simple et convaincante à des mystères historiques complexes.
L'idée d'un centre unique d'où s'est diffusée la civilisation a fasciné le public. L'Atlantide n'était plus seulement une île prospère, elle devint un paradis perdu, un âge d'or de l'humanité, technologiquement et culturellement supérieur à tout ce qui suivit. Au début du XXe siècle, cette image acquit une nouvelle dimension mystique. Des enseignements ésotériques, tels que la théosophie d'Helena Blavatsky, reprirent l'idée de Donnelly et l'imprégnèrent d'un contenu occulte. À leurs yeux, les Atlantes étaient plus que de simples êtres humains. Ils constituaient la quatrième race racine de l'humanité, dotée de capacités psychiques, d'une connaissance des lois de l'univers et de technologies fondées sur la manipulation d'énergie subtile. Puis vint Edgar Cayce, le prophète endormi américain. Lors de ses lectures en état de transe, il dressait des tableaux incroyablement détaillés de la vie en Atlantide. Il parlait de cristaux géants qui accumulaient l'énergie cosmique, de machines volantes qui glissaient silencieusement dans les airs, d'expériences génétiques et d'une guerre dévastatrice entre deux factions rivales qui avait conduit à la catastrophe. La transformation était donc complète. La modeste parabole philosophique de Platon, conçue pour méditer sur la justice et le gouvernement, s'était enrichie de détails incroyables pendant 2 millénaires et demi. Elle s'était muée en un grand mythe sur une super-civilisation disparue, possédant des machines volantes, des cristaux d'énergie et un savoir secret. La question « Pourquoi Platon a-t-il inventé cela ?» céda la place à « Où faut-il le chercher ?» Et cette question déclencha une quête frénétique qui dura près d'un siècle du continent fantôme dont on rechercha des traces à travers le monde. Platon a offert au monde une légende, mais c'est la soif de découverte qui l'a transformée en obsession. Pendant des siècles, l'histoire de l'Atlantide est restée une parabole philosophique, une métaphore d'un état idéal consumé par son propre orgueil. Mais avec l'avènement de l'ère des grandes découvertes, lorsque les navires de Magellan et de Colomb ont effacé les zones d'ombre des cartes, l'humanité s'est trouvée confrontée à une question nouvelle et passionnante. Si des continents entiers ont été découverts au-delà de l'horizon, pourquoi un continent perdu ne s'y trouverait-il pas également ? Le mythe commença à se matérialiser, se transformant d'allégorie en un défi géographique. Les premières expéditions à la recherche de l'Atlantide ne furent pas des voyages en mer, mais des voyages de la pensée, entrepris dans le calme des bibliothèques et des cabinets de travail. Et le premier grand cartographe de cette terre invisible fut le jésuite allemand Athanasius Kircher. Dans son œuvre monumentale, Mundus Subterraneus, publiée en 1665, il accomplit ce que nul n'avait osé faire auparavant. Il cartographia l'Atlantide. La carte de Kircher était bien plus qu'une simple hypothèse. C'était une affirmation théologique et philosophique. Il situait une vaste île précisément au milieu de l'océan Atlantique, entre les colonnes d'Hercule et les Amériques nouvellement découvertes. Pour lui, l'Atlantide était le chaînon manquant, un pont permettant aux civilisations anciennes d'échanger des connaissances. C'était une terre reliant l'ancien et le nouveau monde, le berceau des pyramides égyptiennes et des temples méso-américains. Kircher n'a pas mobilisé de navire, mais son encre et son parchemin ont lancé une expédition qui se poursuit encore aujourd'hui. Il a donné aux chercheurs un but, une image tangible d'un rêve, un point sur le globe vers lequel diriger leur regard. Pendant les 2 siècles suivants, le siècle des Lumières relégua l'Atlantide au second plan, la cantonnant aux contes et superstitions. La raison exigeait des preuves, mais il n'y en avait aucune. Au XIXe siècle, avec l'essor du romantisme et le regain d'intérêt pour les mystères antiques, la tendance s'inversa. Le mythe renaissant trouva alors son prophète, son apôtre,
Ignatius Donnelly. Ancien membre du Congrès américain, écrivain et érudit autodidacte, Donnelly publia en 1882 un ouvrage qui devint la référence pour tous les atlantologues. Atlantide, le monde avant le déluge, n'était pas une simple réinterprétation de Platon, mais une enquête exhaustive, presque digne d'un détective. Tel un procureur, Donnelly construisit des arguments en faveur de l'existence de l'Atlantide, rassemblant des preuves du monde entier. Il compara les légendes du déluge chez des peuples séparés par les océans et y découvrit des similitudes frappantes. Il souligna les similitudes énigmatiques entre les pyramides d'Égypte et du Mexique, tant dans leur architecture que dans leurs symboles. Il analysa les langues, trouvant des racines communes aux Basques et aux Amérindiens. Pour Donnelly, tous les indices menaient à un seul lieu, un continent englouti. Il affirmait qu'Atlantis n'était pas une simple île, mais le berceau de la civilisation, d'où le savoir, la culture, la religion et même les gènes s'étaient répandus à travers le monde. Son livre fit l'effet d'une bombe. Il offrit à des milliers de personnes une base logique, quoique pseudo-scientifique, à leurs croyances. L'expédition n'était plus l'apanage de rêveurs solitaires. Grâce à Donnelly, elle devint un mouvement intellectuel mondial. On se mit à chercher des traces d'Atlantis partout, en Irlande et aux îles Canaries, dans les Andes et même en mer du Nord. Tandis que certains cherchaient l'Atlantide à l'aide de règles et de compas, d'autres se tournèrent vers d'autres outils. Au tournant du siècle, la quête du continent englouti prit une dimension mystique et ésotérique. Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, décrivait les Atlantes dans ses écrits comme la quatrième race racine de l'humanité, dotée d'incroyables capacités psychiques et de technologies fondées sur l'énergie cosmique. Ses disciples entreprenaient des voyages astraux, tentant de lire les archives akashiques, une bibliothèque universelle censée contenir la connaissance de toutes choses. Plus tard, au XXe siècle, ce flambeau fut repris par le prophète endormi américain Edgar Cayce. En état de transe, il offrit des descriptions détaillées de la civilisation atlante. Il parla de cristaux d'une puissance incroyable servant de source d'énergie, de machines volantes, d'expériences génétiques et d'une grande guerre entre les fils de la loi de l'un et les fils de Bélial, qui mena à la destruction du continent. Cayce indiqua même des lieux précis où l'on pourrait trouver des archives atlantes, notamment dans la péninsule du Yucatan et aux Bahamas, près de l'île de Bimini. C'est cette prédiction qui transforma la quête mystique en une recherche concrète. Pendant des décennies, les paroles de Cayce ne furent que des arguments pour ses disciples. Mais en 1968, un événement se produisit qui fit frémir même les plus sceptiques. Le pilote Robert Brush, survolant les eaux peu profondes au large de Bimini, aperçut sous l'eau une étrange structure parfaitement lisse, ressemblant à une route goudronnée ou aux vestiges d'un mur gigantesque. La nouvelle fit le tour du monde. Rêveurs et aventuriers affluèrent aux Bahamas. Des plongeurs explorèrent les eaux turquoises et limpides et découvrirent de leurs propres yeux ce qui allait devenir la route de Bimini. Des centaines de mètres d'énormes blocs de pierre rectangulaires agencés avec une précision stupéfiante. Était-ce vraiment cela? Le premier artefact, la première preuve irréfutable extraite du fond de l'océan? Pour les chercheurs d'Atlantide, c'était un signe, une confirmation des prophéties. Ils voyaient dans ces pierres le pavage d'une cité engloutie, les fondations d'un temple antique. Les géologues, quant à eux, étaient plus prosaïques, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une formation naturelle unique, le résultat de la fissuration de roches de plage.
Mais la discussion n'avait plus d'importance. La première véritable expédition terrestre vers les ruines supposées de l'Atlantide avait eu lieu. Elle n'apporta pas de réponse définitive, mais elle raviva la flamme. La recherche avait quitté les bureaux et les plans astraux pour se poursuivre jusqu'au fond marin. Désormais, les explorateurs étaient équipés non seulement de textes anciens et de visions mystiques, mais aussi de matériel de plongée, de sonar et de bathyscaphes. L'ère des grandes expéditions sous-marines ne faisait que commencer. Le thème musical devient plus intense, exploratoire, avec des notes de mystères anciens et de prémonitions de catastrophes. La quête de l'Atlantide a longtemps été l'apanage des rêveurs, qui scrutent les cartes à la recherche du continent englouti. Et si la clé de ce mystère ne se trouvait pas dans l'Atlantique lointain, mais bien plus près, au cœur même du berceau de la civilisation occidentale, la mer Méditerranée? Et si le récit de Platon n'était pas pure fiction, mais l'écho déformé d'une tragédie réelle et dévastatrice dont le souvenir s'est transmis oralement pendant plus de 1000 ans? Pour en trouver la trace, il nous faut remonter le temps jusqu'à l'âge du bronze et rencontrer la première grande civilisation d'Europe. Une civilisation dont le déclin ressemble étrangement au destin de l'Atlantide. Voici l'histoire des Minoens. Bien avant l'essor d'Athènes et la puissance de Rome, une culture remarquable s'est épanouie sur l'île de Crète. On l'appelle minoenne, d'après le roi mythique Minos, maître du labyrinthe. Mais il ne s'agissait pas de guerriers vêtus de bronze. Les Minoens étaient un peuple de navigateurs, de commerçants et d'artistes. Leur marine dominait la mer Égée et leur route commerciale s'étendait d'Égypte jusqu'au rivage de la Sicile. Ils n'ont pas construit de forteresses cyclopéennes. Leurs palais, à l'instar du légendaire Knossos, n'étaient pas des bastions, mais des labyrinthes ouverts et aérés où se mêlaient lumière, art et architecture complexe. Les murs de ces palais ne racontent aucune histoire de bataille ni de conquête. Ils sont couverts de fresques célébrant la vie, des dauphins bondissant dans des vagues azurées, des femmes gracieuses vêtues de robes chatoyantes, des jeunes gens accomplissant des sauts rituels par-dessus des taureaux furieux. Cette civilisation possédait une langue écrite élaborée, une religion complexe et des technologies étonnantes pour l'époque, comme l'eau courante et l'assainissement. Riches, puissants et apparemment invulnérables, ils régnaient en maîtres sur leur monde. À l'instar des Atlantes de Platon, ils créèrent un empire insulaire qui connut une prospérité sans précédent. Mais vers 1600 avant JC, cet âge d'or prit fin brutalement et de façon terrifiante. Pour comprendre ce qui se passa, il faut se rendre à 120 km au nord de la Crète, sur une île aujourd'hui connue sous le nom de Paradis de Santorin. Mais à cette époque, elle portait un autre nom, Strongyla, qui signifie rond. Et sous sa surface idyllique sommeillait une force capable d'anéantir des civilisations entières. Le volcan de Terra, qui formait le cœur de l'île, se réveilla. Ce n'était pas une simple éruption, mais un cataclysme, l'un des événements volcaniques les plus puissants de l'histoire de l'humanité. D'abord, la terre trembla sous l'effet de violentes secousses, forçant les habitants à fuir leur foyer. Les fouilles archéologiques menées dans la cité d'Akrotiri, un avant-poste minoen sur l'île de Terra, ont révélé une ville figée dans le temps, telle Pompéi, mais sans aucune trace de vie humaine. Les habitants avaient réussi à s'enfuir, mais ils ignoraient ce qui les attirait. Puis une explosion retentit, dont le bruit, selon les scientifiques, fut entendu à des milliers de kilomètres à la ronde. Une gigantesque colonne de cendres,
de vapeur et de gaz surchauffés s'éleva dans le ciel à plus de 30 km d'altitude, plongeant toute la Méditerranée orientale dans une obscurité totale. Une pluie de ponces et de cendres s'abattit sur le sol, recouvrant îles et mers d'une épaisse couche mortelle. Mais le pire était à venir. Lorsque la chambre magmatique sous le volcan se vida, son cône s'effondra sur lui-même. L'immense île de Strongila sombra littéralement dans l'abîme bouillonnant, formant la gigantesque caldeira que nous connaissons aujourd'hui. Cet effondrement colossal déplaça des milliards de tonnes d'eau de mer, engendrant une série de tsunamis monstrueux. Imaginez la côte nord de la Crète, des ports paisibles, des villes portuaires prospères, la puissante flotte minoenne au mouillage. Soudain, à l'horizon, apparaît un mur d'eau de plusieurs dizaines de mètres de haut, déferlant à des centaines de kilomètres par heure. L'impact fut dévastateur. Les eaux envahirent les terres, emportant tout sur leur passage, navires, bâtiments, populations. Elles détruisirent la flotte, pilier de la puissance minoenne. Elles ravagèrent les ports, épine dorsale de leur économie. Elles souillèrent les terres côtières fertiles, condamnant les survivants à la famine. Les conséquences furent catastrophiques. L'éruption n'anéantit pas la civilisation minoenne du jour au lendemain, mais lui porta un coup fatal. Les cendres volcaniques qui retombèrent sur la crête empoisonnèrent les sols et provoquèrent de mauvaises récoltes. Le changement climatique causé par la libération d'aérosols dans l'atmosphère entraîna un refroidissement du climat. L'économie, fondée sur le commerce maritime, s'effondra. Le pouvoir central s'affaiblit. Le monde minoen sombra dans le chaos. Il ne se remit jamais de ce coup dur. Un siècle plus tard, une Crète affaiblie fut conquise par les belliqueux mycéniens venus de Grèce continentale. La grande civilisation s'éteignit, ne laissant derrière elle que les ruines de ses palais et ses légendes. Revenons-en au récit de Platon. Un empire insulaire d'une grande puissance, une civilisation ayant atteint un niveau de développement incroyable. Le culte du taureau, si vivement représenté dans les fresques minoennes, puis une destruction soudaine, conséquence d'un cataclysme naturel lié à la mer, en un seul jour et une seule nuit calamiteuse. Les parallèles sont frappants. Même la description de la capitale de l'Atlantide, avec ses anneaux concentriques de terre et d'eau, trouve un écho troublant dans la forme de l'île de Strongila avant l'éruption et dans celle de la caldeira de Santorin après. Bien sûr, il existe des incohérences. Platon situe l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule et 9000 ans avant Solon, ce qui diffère de plus de 7 millénaires de la datation de la catastrophe minoenne. Cependant, de nombreux chercheurs pensent que cela pourrait être dû à une erreur de traduction ou à de multiples transmissions du récit. Si l'on suppose que les prêtres égyptiens qui ont conté l'histoire à Solon voulaient dire centaines d'années et non milliers, ou que les symboles des mois lunaires ont été confondus avec des années solaires, alors la chronologie commence à se préciser. De plus, la localisation géographique pourrait avoir été modifiée par les conteurs pour donner plus d'ampleur et de mystère au mythe. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais la théorie de la catastrophe minoenne comme prototype de la chute de l'Atlantide est bien plus qu'une simple conjecture. C'est l'hypothèse la plus convaincante et scientifiquement prouvée, transformant le mythe en l'écho d'une véritable tragédie. Elle montre comment le souvenir d'un cataclysme réel, ayant anéanti une civilisation entière de l'âge du bronze, a pu survivre, se transformer et, à travers 1500 ans de transmission orale, former la base de la plus grande légende d'un monde perdu.
Peut-être l'Atlantide n'a-t-elle pas sombré dans l'Atlantique. Peut-être a-t-elle été consumée par le feu et l'eau au cœur de la mer Égée, nous laissant non pas une carte au trésor, mais un avertissement éternel quant à la fragilité des civilisations, même les plus grandes, face à la colère de la nature. Lorsque les recherches à l'ombre des colonnes d'Hercule aboutissent à une impasse, lorsque la Méditerranée et l'Atlantique demeurent silencieux, l'imagination humaine s'emballe. Elle refuse de croire qu'une histoire aussi grandiose ait pu disparaître sans laisser de traces. Alors surgit une question qui change tout. Et si Platon s'était trompé? Et si sa géographie n'était qu'une métaphore ou un souvenir déformé par des millénaires de transmission? Et si nous cherchions au mauvais endroit? Cette question élargit les horizons du monde, transformant chaque continent, chaque océan, en un lieu potentiel de contre-vérité. La quête de l'Atlantide s'étend au-delà du monde connu de Platon et devient une odyssée planétaire. Le premier mirage envoûtant apparaît à l'ouest, au-delà des eaux infinies de l'Atlantique. Au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, membre du Congrès américain et écrivain autodidacte, publie un ouvrage qui va bouleverser à jamais la quête de l'Atlantide. Son livre, Atlantide, le monde antédiluvien, fait sensation. Donnelly soutient que l'Atlantide n'était pas une simple île, mais le berceau de toutes les grandes civilisations. Il en perçoit des échos dans les pyramides d'Égypte et du Mexique, ainsi que dans les légendes des civilisations divines des deux côtés de l'océan. C'est dans les cultures de l'Amérique précolombienne que cette théorie semble trouver son terrain le plus fertile. Prenons l'exemple des civilisations mayas, aztèques et incas. Elles ont bâti des cités d'une complexité comparable à celle d'Europe. Elles ont créé des calendriers d'une précision stupéfiante et possédaient une connaissance approfondie de l'astronomie et des mathématiques. Leur mythologie regorge de récits d'un grand déluge et de dieux à la peau claire et à la barbe fournie, venus de l'Est, par-delà les mers, pour apporter le savoir. L'un d'eux, Quetzalcoatl ou Viracocha, aurait-il pu être un prêtre roi survivant du continent perdu de l'Atlantide? Cette idée est séduisante. Elle offre une solution simple et élégante à l'énigme complexe du développement indépendant des civilisations. Mais l'archéologie et la génétique racontent une autre histoire, celle d'une longue évolution isolée, de parcours culturels uniques et de réalisations accomplies sans aide extérieure. Aucune preuve directe de contact transatlantique n'a jamais été découverte. Les fantômes des Atlantes en Amérique ne demeurent que des ombres, nées de notre désir de relier les chapitres disparates de l'histoire humaine en une seule épopée. Des théories vagues, nous passons aux eaux cristallines des Caraïbes, aux Bahamas. C'est là, au large de Bimini, qu'une découverte a bouleversé le monde en 1968. À quelques mètres de profondeur seulement, pilotes et plongeurs ont mis au jour ce qui ressemblait à une route sous-marine ou aux fondations d'un mur gigantesque. Des blocs de calcaire rectangulaires, soigneusement disposés, s'étendaient sur près d'1 kilomètre le long du fond marin. Il s'agissait de la chaussée de Bimini. Pour beaucoup, c'était la preuve tangible, la preuve concrète. D'autant plus que, des décennies auparavant, le mystique américain Edgar Cayce avait prédit, en état de transe, que les vestiges de l'Atlantide seraient découverts précisément là, dans la région de Bimini, en 1968 ou 1969. La coïncidence était trop frappante pour être ignorée. Des milliers de passionnés affluèrent sur les îles en quête de preuves supplémentaires. Ils voyaient ces pierres non comme une anomalie de la nature, mais comme l'œuvre de l'homme. Un ancien port, affirmait-il, les fondations d'un temple.
Mais lorsque les géologues arrivèrent sur les lieux, le romantisme se heurta à la froide réalité scientifique. Leur verdict fut quasi unanime. La route de Bimini est un phénomène naturel, une formation rocheuse connue sous le nom de roche de plage. Ils mirent en avant des failles naturelles, la composition typique de la roche dans la région et la formation de structures similaires à travers le monde par les marées et la cimentation du sable. Le débat se poursuit encore aujourd'hui. Pour certains, la route de Bimini est une curiosité géologique. Pour d'autres, c'est une ruine sacrée qui refuse obstinément de livrer ses secrets, un témoignage silencieux que la science se refuse à accepter. Si l'hypothèse des Caraïbes paraît trop évidente, la théorie suivante nous conduit aux confins de la Terre, dans l'endroit le plus inhospitalier de la planète, l'Antarctique. Comment une civilisation a-t-elle pu se développer sur un continent cerné par des kilomètres de glace? La réponse, selon les partisans de cette hypothèse, réside dans le mouvement de la croûte terrestre. La théorie, avancée par Charles Hapgood, suggère que la croûte terrestre s'est jadis déplacée et que l'Antarctique se situait alors à des latitudes plus tempérées. C'était un continent verdoyant et prospère, le lieu idéal pour l'émergence d'une grande civilisation. Puis, à la suite d'un bouleversement cataclysmique, il a été transporté au pôle sud et enseveli sous une calotte glaciaire. La principale preuve de cette idée étonnante était la célèbre carte de l'amiral turc Piri Reis, dressée en 1513. Cette carte, basée, selon l'amiral lui-même, sur des sources plus anciennes, représente le littoral de l'Amérique du Sud et, vraisemblablement, la côte nord de l'Antarctique, le tout sans glace. Cette carte pourrait-elle être le dernier fragment de connaissance d'une civilisation ayant cartographié le monde des milliers d'années avant Christophe Colomb? L'idée est fascinante. L'Atlantide n'aurait pas sombré, mais aurait été prise dans les glaces. Elle ne reposerait pas au fond de l'océan, mais sous la glace, attendant que les technologies futures nous permettent de scruter son tombeau de glace. Cependant, même sur ce point, cartographes et historiens appellent à la prudence. Ils affirment que le prétendu Antarctique sur la carte n'est rien de plus qu'une représentation déformée et allongée du littoral sud-américain, et que la précision des cartes anciennes est souvent surestimée. Aucune preuve archéologique ou géologique d'une civilisation ancienne n'a jamais été découverte en Antarctique. Le continent glacé demeure silencieux. Les recherches ne s'arrêtent pas là. Les chercheurs se tournent vers la mer du Nord, où Doggerland repose sous les eaux, une terre autrefois fertile qui reliait la Grande-Bretagne à l'Europe continentale, submergée après la dernière période glaciaire. Serait-ce une Atlantide nordique et glacée? D'autres évoquent l'Inde et les légendes de Dwarka, la cité engloutie du seigneur Krishna, dont les ruines auraient été découvertes au large des côtes. Ou encore le Japon, où une structure monumentale aux marches et terrasses lisses repose sur le fond marin près de l'île de Yonaguni. Certains la considèrent comme une merveille naturelle, tandis que d'autres y voient un complexe mégalithique construit par l'homme. Des Caraïbes à la calotte glaciaire de l'Antarctique, des terres englouties d'Europe aux rivages du Japon, le mythe de l'Atlantide a prouvé son incroyable ténacité. Il est devenu un archétype mondial, le récit universel d'un paradis perdu, d'un âge d'or anéanti par les éléments ou par l'orgueil. Il semble que partout où notre regard se porte, dans les profondeurs des mers ou au cœur du temps, nous cherchions le reflet de ce grand mythe. La quête n'est plus seulement celle du Nil, mais celle des origines,
la tentative de trouver une racine unique dans l'arbre complexe de la civilisation humaine. Mais plus nous élargissons nos recherches, plus la réponse nous échappe. Peut-être posons-nous la mauvaise question. Peut-être la clé du mystère réside-t-elle non pas dans le lieu où se trouvait l'Atlantide, mais dans sa nature même. Qui étaient-ils, ces architectes de l'impossible? Qui possédait la volonté, le savoir et le pouvoir d'ériger la civilisation décrite par Platon? Des temples grandioses, recouverts de métaux précieux, des murs cyclopéens encerclant des canaux concentriques, des systèmes d'ingénierie qui dépassent l'entendement. La légende de l'Atlantide ne pose pas seulement la question de son existence, mais aussi la question la plus fondamentale. Qui étaient ses créateurs? Des dieux, des titans ou des humains? La réponse que Platon lui-même apporte dans le dialogue Critias puise ses racines dans la plus haute antiquité, à une époque où le monde était jeune et où la frontière entre le divin et le mortel était perméable. Selon son récit, les architectes de l'Atlantide n'étaient pas de simples hommes. Ils étaient les descendants d'un dieu. L'île primordiale fut offerte à Poséidon, le puissant seigneur des mers. Il devint le premier architecte et ingénieur. D'un coup de son trident, il sculpta une structure parfaite au sein du chaos primordial, une île centrale entourée de 3 anneaux d'eau et de 2 anneaux de terre, d'une géométrie parfaite. C'était plus qu'une simple construction. C'était un acte de création, un dessein divin incarné dans la pierre et l'eau. Poséidon créa non seulement une forteresse, mais un paradis. Il fit jaillir du sol 2 sources, l'une d'eau chaude, l'autre d'eau froide, offrant aux habitants un confort sans précédent. Il peupla ensuite l'île de ses enfants, nés d'une mortelle nommée Cléito. L'aîné, Atlas, devint le premier roi, et de lui descendit toute la lignée des souverains atlantes. Du sang divin coulait dans leurs veines, source, selon Platon, de leur sagesse, de leur vertu et de leur capacité extraordinaire. Dans cette version de l'histoire, les Atlantes ne sont pas tout à fait humains. Ce sont des demi-dieux, des héros dont les pouvoirs surpassent de loin ceux des humains. Ils bâtirent leurs édifices incroyables moins par la technologie que par le pouvoir divin inné hérité de leurs ancêtres. Cette version explique tout, l'ampleur des constructions, l'harmonie avec la nature et l'âge d'or de la prospérité. Les architectes étaient des dieux et leurs descendants directs. Et si le langage du mythe n'était qu'une métaphore, une tentative de l'esprit antique pour expliquer l'inexplicable? Et si la figure de Poséidon et de ses fils dissimulait autre chose? Et si les bâtisseurs de l'Atlantide étaient des humains? Si l'on écarte l'intervention divine, il ne reste que l'hypothèse d'une civilisation humaine oubliée, ayant accompli des progrès technologiques incroyables. Une civilisation dont les ingénieurs et les scientifiques maîtrisaient les lois de la physique, de l'hydraulique, de la métallurgie et de l'architecture à un niveau qui paraît encore aujourd'hui surhumain. Ils étaient incapables de créer des alliages comme le mystérieux orichalque qui brille d'un éclat incandescent. Ils construisaient des systèmes complexes de canaux et d'écluses, gérant les flux d'eau avec une précision mathématique. Ils bâtissaient des ponts et des ports capables d'accueillir d'immenses flottes. Une telle civilisation aurait-elle pu exister dans l'Antiquité? Longtemps, les historiens ont répondu par la négative. Cependant, les découvertes du XXe siècle nous ont contraints à revoir notre position. Nous avons mis au jour la civilisation minoenne en Crète, une culture au palais magnifique, dotée d'un système d'assainissement sophistiqué, d'un art remarquable et d'une puissante marine qui dominait la Méditerranée.
Nous avons également appris l'existence d'une éruption volcanique catastrophique sur l'île de Santorin, qui pourrait avoir marqué la fin de cette civilisation, un événement qui rappelle étrangement la destruction de l'Atlantide. Peut-être le récit de Platon est-il un écho déformé des Minoens ou d'une autre culture de l'âge du bronze encore inconnue. Dans cette perspective, les architectes de l'Atlantide n'étaient pas des demi-dieux, mais des génies, ingénieurs, navigateurs, métallurgistes, astronomes. Leurs réalisations n'étaient pas des dons des dieux, mais le fruit d'une longue évolution, de l'accumulation des connaissances et d'un labeur acharné. Leur force ne résidait pas dans leur sang divin, mais dans la puissance de l'esprit humain. C'étaient des mortels qui ont osé défier la nature et atteindre une puissance quasi divine. Mais il existe une troisième théorie qui tente de concilier mythe et réalité. Et si la vérité se situait quelque part entre les deux? Et si les souverains de l'Atlantide n'étaient pas des dieux au sens littéral du terme, mais qu'on les considérait comme tels? Dans de nombreuses cultures antiques, le roi n'était pas simplement un souverain, mais un dieu vivant, ou du moins son représentant sur terre. Les pharaons égyptiens étaient considérés comme les fils du dieu Ra. Les empereurs chinois régnaient sous le mandat du ciel. Les souverains mésopotamiens construisaient des ziggourats pour se rapprocher des cieux. Peut-être les fondateurs de l'Atlantide n'étaient-ils pas des dieux, mais une caste de souverains, des rois prêtres détenteurs d'un savoir sacré transmis de génération en génération. Ce savoir pouvait inclure l'astronomie, les mathématiques et l'ingénierie, autant de domaines qui, pour le peuple, relevaient de la magie. Ces souverains se sont peut-être présentés comme des descendants des dieux afin de consolider leur pouvoir et de légitimer leur légitimité. Leur lignée, remontant à Poséidon lui-même, relevait moins d'un fait historique que d'un mythe politico-religieux, fondement de leur civilisation. Dans cette perspective, les architectes étaient des êtres humains, mais guidés par des chefs quasi divins. Les projets grandioses, tels que la construction de canaux concentriques, n'étaient pas de simples prouesses d'ingénierie, mais des rituels sacrés, des actes de cosmogonie, faisant écho aux exploits de leurs dieux ancestraux. Un peuple croyant en l'origine divine de ses rois était capable d'exploits incroyables, mus par la foi et non par la peur. Ainsi, trois visages se présentent à nous. Celui des créateurs de l'Atlantide, des êtres divins qui ont transformé le paysage avec une grâce ludique, celui de génies mortels qui ont dompté les éléments par la puissance de leur intellect, et celui de dieux rois dont le pouvoir reposait sur un savoir secret et une autorité sacrée. Quels qu'aient été les bâtisseurs de l'Atlantide, leur héritage n'est pas seulement constitué de ruines au fond de l'océan, mais aussi d'une question éternelle qui nous est adressée. Une question sur les limites du potentiel humain et sur la frontière ténue qui sépare l'homme du divin. Mais qu'est-ce qui a alimenté cet âge d'or? Quel pouvoir a permis aux Atlantes d'atteindre des sommets qui nous paraissent encore aujourd'hui absolument fantastiques? La réponse, selon la légende, ne réside ni dans la mécanique ni dans le feu, mais dans la structure même de l'univers, dans l'énergie emprisonnée au cœur de la Terre. Au centre du mythe de l'Atlantide brille une technologie aussi élégante que puissante. L'énergie des cristaux. Platon ne les mentionne pas. Son récit se concentre sur la politique, la vertu et la colère divine. Mais la légende est un organisme vivant, et au XXe siècle, elle a acquis un nouveau souffle. Cette image nous est parvenue non pas des textes anciens, mais des profondeurs de l'inconscient collectif, par l'intermédiaire de voyants et de mystiques, dont le plus célèbre fut l'Américain Edgar Cayce.
Dans ses lectures en état de transe, il décrivait en détail l'organisation technologique de l'Atlantide et en son centre se trouvait le Grand Cristal. Imaginez un temple grandiose ouvert sur le ciel. En son centre, sur un piédestal d'un métal inconnu, repose un cristal colossal, peut-être d'origine extraterrestre. Ses facettes, polies à la perfection, captent la lumière des étoiles, l'énergie du soleil et les courants telluriques émanant des profondeurs de la planète. Ce n'est pas seulement un générateur, c'est un résonateur vivant, le cœur d'une civilisation entière. Il vibre d'un champ discret et omniprésent, un champ d'énergie pure. D'après les visions de Case, cette énergie était sans fil et omniprésente. Elle alimentait les cités, les illuminant d'une lumière douce et uniforme. Elle propulsait leurs machines volantes, les Valix, qui glissaient silencieusement dans les airs sans laisser de traînées de fumée. Cette même force était utilisée pour la régénération, la guérison des maladies au niveau cellulaire et même la communication télépathique sur de vastes distances. Les Atlantes, selon cette version, ne construisaient pas de machines encombrantes. Ils avaient appris à harmoniser et à diriger les flux d'énergie naturelle. Leur technologie s'apparentait à un art, une fusion de science et de spiritualité. Mais cette source de puissance illimitée dissimulait aussi la source de destruction. Des générations d'Atlantes, aveuglées par l'orgueil, commencèrent à abuser du pouvoir du cristal. Ils le transformèrent d'une source de vie en une arme, tentant de soumettre les forces de la nature et les autres peuples. Une des prophéties de Case évoque une erreur catastrophique. Les prêtres scientifiques dirigèrent un faisceau d'énergie excessivement puissant vers la croûte terrestre en quête d'une puissance encore plus grande. Le cristal surchargé. Le chant harmonieux fut remplacé par une dissonance assourdissante, déclenchant une réaction en chaîne de cataclysmes. Des tremblements de terre fendèrent l'île, des volcans entrèrent en éruption et la grande civilisation sombra dans l'océan, emportant avec elle le secret de son cœur énergétique. Fantaisie, certes, mais c'est une fantaisie qui reflète avec une précision saisissante la peur éternelle de l'humanité face à un pouvoir qu'elle ne peut contrôler. Cependant, la supériorité technologique des Atlantes a peut-être laissé d'autres traces, plus tangibles. Si leurs navires pouvaient traverser les océans et que leur savoir embrassait la planète entière, n'aurait-il pas dû créer une carte du monde telle qu'il le percevait? Nous passons ici des visions mystiques aux artefacts réels qui fascinent les chercheurs depuis des décennies. Il s'agit de cartes fantômes, d'anciens portulans qui représentent ce que leurs créateurs n'ont tout simplement pas pu voir. L'exemple le plus célèbre est la carte de l'amiral turc Piri Reis, datée de 1513. S'appuyant sur des sources plus anciennes, elle représente la côte de l'Amérique du Sud avec une précision étonnante et une chose incroyable. À l'extrémité sud de la carte, on aperçoit une terre dont les contours ressemblent étrangement à ceux de l'Antarctique. Non pas le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui, mais l'Antarctique sans sa calotte glaciaire, avec des rivières et des chaînes de montagnes. Un continent libre de glace, comme le montrent les données géologiques il y a des millions d'années, ou peut-être lors d'une brève période de réchauffement, il y a plus de 10 000 ans. Comment Piri Reis pouvait-il le savoir? L'Antarctique ne fut officiellement découverte que 3 siècles plus tard, en 1820. Piri Reis n'est pas la seule anomalie. La carte d'Orontes Tinneus de 1531 situe également l'Antarctique au centre du pôle sud, libre de glace. La carte de Mercator, père de la cartographie moderne,
recèle elle aussi des indices sur les véritables contours du continent subglaciaire. L'historien et explorateur Charles Hapgood, dont l'œuvre fut admirée par Albert Einstein lui-même, a avancé une théorie audacieuse. Il a suggéré que tous ces cartographes médiévaux n'étaient pas des découvreurs, mais des copistes. Ils redessinaient des fragments d'une ancienne carte du monde, créée par une civilisation maritime inconnue et très avancée, ayant existé avant la fin de la dernière période glaciaire. Une civilisation qui possédait les technologies de la navigation et de la cartographie mondiale, à une époque où, selon l'histoire officielle, nos ancêtres chassaient encore le mammouth. Qui étaient ces anciens navigateurs? Hapgood ne donna pas de réponse directe, mais ses disciples les désignèrent sans hésiter. Les Atlantes. C'étaient eux, avec leur vision globale et leurs navires sophistiqués, qui auraient pu dresser une telle carte. Ce savoir, qui survécut au cataclysme, fut conservé sous forme de fragments épars dans les plus grandes bibliothèques de l'Antiquité, comme la bibliothèque d'Alexandrie, où les cartographes médiévaux puisèrent leurs informations. Alors, que voyons-nous? D'un côté, un récit mystique d'énergie cristalline, sans la moindre preuve tangible. De l'autre, des cartes bien réelles que la science conventionnelle peine à expliquer. Les deux faces d'une même pièce. Une technologie interne conférant un pouvoir quasi divin et une technologie externe offrant une connaissance absolue de la planète. L'une serait-elle impossible sans l'autre? Ces cartes ne sont-elles pas de simples dessins sur parchemin, mais le dernier et ténu rayon de la lumière du grand cristal, nous parvenant à travers des millénaires d'obscurité et d'oubli? Tandis que l'imagination conçoit des flèches de cristal et des portes dorées enfouies sous les fonds marins, la science, elle, prend les armes. Non pas les pioches et les pelles des archéologues, mais des sonars, des plateformes de forage et des satellites. Nous quittons le monde du mythe pour entrer dans le laboratoire de notre planète. Ici, dans le silence profond des abysses et les vestiges rocheux de la croûte terrestre, la géologie et l'océanographie rendent leur verdict. Un verdict implacable, précis et sans concession. Pendant des siècles, l'océan Atlantique est resté sur les cartes un vide mystérieux et sans fond. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, l'humanité, comme dotée d'une vision nouvelle, a percé son voile saphir. Des décennies de cartographie méthodique par ondes sonores ont révélé la véritable nature des fonds marins. Et qu'y avons-nous découvert? Un plateau de la taille de la Libye et de l'Asie réunies, au contour lisse d'un continent englouti? Non. Nous nous sommes plutôt retrouvés face à un paysage bien plus ancien et grandiose. La dorsale médio-atlantique traverse l'océan comme une gigantesque colonne vertébrale planétaire. Ce ne sont pas les ruines d'une civilisation, mais une cicatrice de la création, un lieu où une nouvelle croûte naît des profondeurs de la Terre, repoussant les continents à une vitesse fulgurante. Autour d'elle s'étendent les plaines abyssales, de vastes déserts recouverts de kilomètres de limon accumulés pendant des millions d'années. Nous avons découvert des volcans sous-marins, des fosses océaniques et des failles transformantes. Nous avons tout trouvé, sauf les traces d'un continent qui aurait soudainement disparu dans l'oubli il y a seulement 11 500 ans. C'est là que la géologie entre en jeu, avec sa loi fondamentale, la théorie de la tectonique des plaques. La croûte terrestre n'est pas une enveloppe monolithique. Elle est constituée d'énormes plaques qui, telles d'immenses dorsales glaciaires, dérivent sur le manteau semi-liquide. Les continents composés de matériaux granitiques plus légers
flotte littéralement sur les roches basaltiques plus denses du fond océanique. Un continent entier, faisant partie d'une telle plaque, pourrait-il simplement couler ? D'un point de vue physique, c'est aussi impossible que d'imaginer un iceberg géant décider soudainement de sombrer au fond de l'océan. Les continents peuvent entrer en collision et former des montagnes. Ils peuvent se fragmenter et créer de nouveaux océans. Mais ils ne coulent pas. Le processus de subduction, lorsqu'une plaque s'enfonce sous une autre, dure des dizaines de millions d'années et se produit à la périphérie des plaques et non en leur centre, là où Platon situait l'Atlantide. La catastrophe qu'il a décrite, en un jour et une nuit terrible, n'a aucun équivalent dans l'histoire géologique pour un continent entier. Mais peut-être cherchons-nous au mauvais endroit. Les traces de la catastrophe sont-elles enfouies sous les sédiments ? Les océanographes tentent également de répondre à cette question. Des navires spécialisés, équipés de foreuses, sont capables d'extraire de longues carottes, des colonnes cylindriques de sédiments, du fond océanique. Ces carottes sont de véritables archives du passé. Chaque couche est une page d'histoire, révélant le climat, l'activité volcanique et la vie marine. Les scientifiques ont foré le fond de l'Atlantique en des centaines d'endroits. Et ces chroniques silencieuses racontent la même histoire, celle d'une accumulation lente, continue et paisible de sédiments sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. Il n'y a pas de couche de chaos, pas de gigantesque couche de débris qui se formerait inévitablement lorsqu'un continent entier sombre dans l'abîme. L'histoire du fond océanique est intacte. Intéressons-nous à la période que Platon situe, 9000 ans avant Solon, soit environ 9600 avant JC. Que se passait-il alors sur la planète ? C'était la fin de la dernière période glaciaire. Les gigantesques glaciers qui recouvraient l'Amérique du Nord et l'Eurasie fondaient à une vitesse incroyable. Le niveau des mers ne baissait pas. Au contraire, il montait rapidement. En quelques millénaires, il s'est élevé de plus de 100 mètres, inondant les plaines côtières du monde entier. L'histoire de cette époque est celle de l'eau qui avance sur les terres, et non celle de terres qui reculent sous les flots. Le contexte climatique global contredit totalement le récit de la disparition soudaine d'une immense île. Alors, la science met-elle un terme définitif à la légende ? Pas tout à fait. La science ne cherche pas à confirmer les mythes, mais à les expliquer. Et la géologie offre une explication possible, quoique partielle, qui pourrait être à l'origine de cette grande légende. Elle ne se situe pas au milieu de l'Atlantique, mais en mer Méditerranée. Vers 1600 avant JC, à l'apogée de la civilisation minoenne, se produisit l'une des éruptions volcaniques les plus puissantes de l'histoire de l'humanité, l'éruption du volcan de Santorin sur l'île de Terra, en mer Égée. Du jour au lendemain, le cœur d'un État insulaire prospère fut littéralement rayé de la surface de la Terre. Une explosion colossale projeta des centaines de kilomètres cubes de cendres dans l'atmosphère, déclenchant des changements climatiques. Mais surtout, elle engendra un tsunami monstrueux qui déferla sur toute la Méditerranée orientale, s'abattant sur les côtes de la Crète, berceau de la puissance minoenne. Une civilisation dont la force reposait sur le commerce maritime et la puissance navale subit un coup dont elle ne se remit jamais. L'île entière disparut sous les flots, ne laissant derrière elle qu'une caldeira en forme de croissant. Une culture florissante fut engloutie par la vague. L'histoire de la disparition soudaine d'une grande puissance maritime sous l'effet des éléments n'est pas une légende. C'est un fait historique et géologique. Est-il possible que cette véritable catastrophe, transmise de bouche à oreille pendant 1200 ans, soit parvenue à Solon puis à Platon
par l'intermédiaire des prêtres égyptiens, transformés, amplifiés et transportés dans un royaume mythique au-delà des colonnes d'Hercule, la science ne peut apporter de réponse définitive, mais elle affirme avec une certitude absolue: le continent englouti de Platon dans l'océan Atlantique n'existe pas et n'a jamais existé. Le fond de l'océan ne recelait pas le secret d'un empire perdu, mais une histoire bien plus ancienne et majestueuse, l'histoire de la planète Terre elle-même, écrite dans le langage du feu, de la pression et de millions d'années d'une patience infinie. Au plus profond de notre conscience collective, la même où naissent légendes et archétypes, réside une idée fascinante, celle d'une origine commune. Et si nous étions tous des bâtisseurs de pyramides aux marins polynésiens, des philosophes de la Grèce antique aux chamans de Sibérie, les héritiers d'une unique civilisation oubliée? Et si, inscrit dans notre sang, dans notre ADN culturel, se trouvait un code ancestral nous menant à un continent englouti? Cette question transforme l'Atlantide, simple mythe, en l'hypothétique berceau ancestral de toute l'humanité. Les partisans de cette théorie en voient des traces partout. Ils pointent du doigt des géants de pierre silencieux disséminés sur toute la planète. Comment expliquer les similitudes frappantes entre les pyramides à degrés d'Égypte et les pyramides mayas et aztèques de Mésoamérique, séparées par des milliers de kilomètres d'océan et des millénaires d'histoire? Pourquoi les bâtisseurs de l'île de Pâques, de Stonehenge en Grande-Bretagne et de Sacsayhuaman au Pérou ont-ils utilisé des technologies mégalithiques similaires, travaillant et déplaçant des blocs de plusieurs tonnes avec une précision qui stupéfie les ingénieurs modernes? Pour les adeptes de la théorie atlante, la réponse est évidente. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un héritage. Ils affirment que les Atlantes, ayant survécu au cataclysme, se sont dispersés à travers le monde, apportant avec eux une étincelle de savoir, en architecture, en astronomie, en mathématiques et dans les pratiques spirituelles. Ils sont devenus les dieux ou les héros de la culture qui, selon les mythes de nombreux peuples, seraient venus d'outre-mer pour enseigner aux tribus primitives les fondements de la civilisation. Viracocha chez les Incas, Kukulkan chez les Mayas, Oannes chez les Sumériens. Ces figures mystérieuses aux histoires similaires seraient-elles des fragments de la mémoire de missionnaires venus d'un monde disparu? Ce concept a pris une importance particulière dans les œuvres d'ésotéristes et de mystiques tels que Helena Blavatsky et Edgar Cayce. Selon leur vision, les Atlantes n'étaient pas simplement une civilisation avancée, mais la race racine de l'humanité, dotée d'incroyables capacités psychiques et de technologies fondées sur la manipulation de l'énergie cristalline. Ils croyaient que l'Atlantide était un empire mondial, avec des colonies disséminées à travers le globe. Son effondrement a déclenché une régression planétaire, la chute de l'humanité dans la barbarie dont elle s'est péniblement remise au cours des millénaires suivants. Et bien sûr, le principal argument en faveur de cette théorie est le mythe du déluge. Des récits d'un déluge universel ayant anéanti presque toute vie sont présents dans les cultures de tous les continents, de l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie aux légendes amérindiennes. Ce récit universel n'est-il pas un traumatisme partagé, une cicatrice dans la mémoire de l'humanité, vestige de la catastrophe même qui a englouti l'Atlantide par les profondeurs de l'océan? Cette vague qui a ravagé un continent entier n'est-elle pas la même qui a dispersé ses survivants à travers le monde, les contraignant à recommencer l'histoire? Ce tableau est majestueux, romantique et incroyablement captivant. Il nous donne un sentiment d'unité profonde, d'une origine commune, presque divine.
Mais lorsque le voile du mythe se dissipe sous le regard d'une analyse objective, l'œuvre se révèle tout autre. La science moderne, et notamment la génétique, propose une autre explication de nos origines. La théorie de la sortie d'Afrique, étayée par des décennies de recherches sur l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, trace un chemin clair et irréfutable. Toute l'humanité moderne descend d'un petit groupe d'Homo sapiens ayant quitté le continent africain il y a environ 60 000 à 70 000 ans. Notre carte génétique ne porte aucune trace d'une île mythique de l'Atlantique. Elle nous conduit non pas à une cité engloutie, mais à la savane africaine. L'archéologie et la linguistique remettent également en question l'idée d'une unique proto-civilisation. Certes, les pyramides d'Égypte et du Mexique présentent des similitudes de forme, mais elles diffèrent radicalement par leur fonction, leur technique de construction et leur contexte culturel. Les pyramides égyptiennes sont des tombeaux construits à l'aide de rampes et d'une main-d'œuvre considérable. Les pyramides mayas, quant à elles, sont des plateformes-temples destinées à des cérémonies religieuses, bâties selon des principes d'ingénierie totalement différents. Leur ressemblance illustre très probablement la convergence des idées. La forme pyramidale représente la solution la plus stable et la plus simple pour ériger une structure monumentale en pierre. Il en va de même pour les langues. Rien ne prouve l'existence d'une unique proto-langue atlante dont seraient issues toutes les autres familles de langues. Au contraire, les linguistes font état d'un développement indépendant des groupes linguistiques dans différentes parties du monde. Alors, qu'est-ce que le code ancestral? S'il ne s'agit ni du code génétique ni de l'héritage culturel des Atlantes, qu'est-ce donc? La réponse réside peut-être non pas dans l'histoire, mais dans la psychologie. Le désir de trouver une racine commune, une patrie ancestrale unique, est un besoin humain fondamental. Le besoin d'unité face à un monde fragmenté et chaotique. Le mythe de l'Atlantide comme berceau de l'humanité n'est pas un souvenir du passé, mais un rêve d'avenir. Le rêve d'une époque sans nation ni frontières, où toute l'humanité ne formait qu'une seule famille. Le code que nous cherchons n'est pas enfoui dans les vestiges des fonds marins, mais en nous. C'est le code de la création, qui nous pousse à ériger des mégalithes et des gratte-ciel. C'est le code de la connaissance, qui nous attire vers les étoiles. C'est le code de la mémoire, qui nous incite à raconter sans cesse l'histoire d'un paradis perdu. L'Atlantide n'est pas notre foyer ancestral de chair et de pierre. C'est notre foyer ancestral spirituel, symbole d'un potentiel inexploité et de la quête éternelle de nous-mêmes. Et cette quête est peut-être plus importante que toute découverte. Quand une cité disparaît sous les flots, elle ne laisse derrière elle que des ruines au fond de la mer. Elle laisse un vide, un néant historique que l'imagination humaine abhorre. Et c'est dans ce vide laissé par l'Atlantide que se sont précipités non seulement des aventuriers, mais aussi des gardiens du savoir secret, des mystiques et des idéologues. Le mythe de l'Atlantide n'a pas seulement survécu, il a muté, s'est enrichi au fil des siècles et est devenu la pierre angulaire de ceux qui cherchaient dans le passé la clé de l'avenir. L'Atlantide a cessé d'être un simple lieu sur une carte. Elle est devenue un symbole. Les échos du continent englouti se firent entendre avec une vigueur renouvelée à la Renaissance, lorsque les œuvres de Platon furent redécouvertes et traduites. Pour les humanistes fascinés par la sagesse antique, le récit de l'état parfait était bien plus qu'une simple allégorie. Il s'agissait d'une allusion à la Prisca Theologia, la théologie originelle et pure, l'unique sagesse antique dont descendent toutes les religions et toutes les philosophies. Et l'Atlantide était idéalement placée pour être le berceau de cette sagesse.
une source perdue dans le temps. Mais le mythe a véritablement pris vie grâce aux sociétés secrètes qui ont prospéré en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Pour les Rose-Croix, qui recherchaient la connaissance divine par l'alchimie et le mysticisme, l'Atlantide n'était pas seulement un fait historique, mais un jalon spirituel. Dans leur manifeste, ils parlaient d'un collège invisible de sages préservant l'héritage des anciens. À leurs yeux, les Atlantes furent les premiers adeptes à atteindre l'harmonie avec le cosmos et leur disparition fut la plus grande des tragédies, une leçon sur l'orgueil et le mauvais usage du savoir. Les francs-maçons, avec leur culte de la construction, de la géométrie et leur quête de la parole perdue du maître, voyaient également en l'Atlantide leur modèle. Les grands architectes de la cité engloutie, qui érigèrent des canaux concentriques et des temples majestueux, devinrent leurs premiers francs-maçons. Dans le symbolisme maçonnique, l'idée de restaurer le temple de Salomon détruit était intimement liée au rêve de faire renaître l'âge d'or de l'Atlantide, une société idéale fondée sur les principes de raison, de fraternité et d'harmonie. La légende de l'Atlantide s'intégra à leur doctrine ésotérique, transmise à voix basse à la lueur des bougies dans les loges fermées. Cependant, une véritable révolution dans la perception du mythe eut lieu au XIXe siècle avec Helena Blavatsky et sa société théosophique. Dans son œuvre monumentale, La doctrine secrète, l'Atlantide passa du statut de parabole philosophique à celui d'épisode central d'une grande cosmogonie. Blavatsky décrivait l'histoire humaine comme une succession de grandes races racines. Les Atlantes, selon sa version, étaient la quatrième race racine, une civilisation de géants possédant d'incroyables capacités psychiques et des technologies fondées sur la manipulation d'énergie subtile. Ils construisaient des machines volantes appelées vimanas, communiquaient par télépathie et maîtrisaient des pouvoirs que la science moderne qualifierait de magie. Mais leur chute était prédestinée. La décadence morale, la magie noire et l'orgueil démesuré menèrent à une guerre monstrueuse qui déclencha le cataclysme ayant englouti leur continent. Pour les théosophes, l'Atlantide devint non seulement un fait historique, mais aussi une grande leçon spirituelle sur la lutte entre la lumière et les ténèbres au sein de l'âme humaine. Les idées de Blavatsky trouvèrent un écho favorable et donnèrent naissance à un champ d'études entier, l'atlantologie, à la croisée du mysticisme et de la pseudoscience. Au XXe siècle, le flambeau fut repris par l'Américain Edgar Cayce, surnommé le prophète endormi. En état de transe, il réalisait des lectures de vie, au cours desquelles il décrivait en détail les incarnations passées des Atlantes. Ces visions donnèrent naissance à l'image d'une civilisation remarquable, des millénaires en avance sur la nôtre. Cayce parlait de cristaux géants accumulant de l'énergie cosmique, d'expériences génétiques, de vaisseaux volants et d'armes laser. La cause de la destruction, selon lui, était un dysfonctionnement du cristal énergétique principal, provoqué par la cupidité et la soif de pouvoir de la caste sacerdotale. Les visions de Cayce ont finalement façonné l'image populaire de l'Atlantide, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une civilisation de haute technologie, presque extraterrestre, victime de son propre pouvoir. Mais cet écho avait aussi un côté sombre et sinistre. Au début du XXe siècle, le mythe de l'Atlantide fut récupéré par les idéologues de l'ariosophie et de l'occultisme nazi. Cherchant des racines mystiques à leur théorie de la supériorité de la race aryenne, ils se tournèrent vers les légendes d'une patrie septentrionale. L'Atlantide, ou plus souvent son pendant nordique, Thulé, devint,
dans leur imagination déformée, le berceau des ancêtres aryens, pur et blond. Heinrich Himmler et son organisation, l'Ahnenerbe, envoyèrent des expéditions au Tibet et à travers le monde en quête de preuves de cette théorie. Les Atlantes furent transformés de sages en surhommes, et leur héritage devint une justification à la haine raciale et au génocide. Ainsi le grand mythe de l'harmonie fut perverti et mis au service du mal absolu. Des loges secrètes aux doctrines occultes du Troisième Reich, des traités philosophiques aux visions des médiums, l'histoire de l'Atlantide devint un miroir où chaque génération voyait le reflet de ses propres espoirs, peurs et ambitions. Elle devint une toile vierge sur laquelle chacun pouvait peindre son monde idéal ou sa plus grande phobie. Les échos de la cité engloutie résonnaient toujours plus fort, prouvant que la civilisation la plus durable est celle qui n'est pas bâtie de pierre, mais d'idées. Et cette civilisation née de l'imagination s'est révélée immortelle. Au cours du long voyage vers l'Atlantide, au crépuscule de l'histoire, là où faits et légendes se mêlent, le voyageur risque non seulement de se perdre, mais aussi de devenir prisonnier d'une illusion créée non par le temps, mais par la main de l'homme. Car là où naît un grand rêve, surgissent toujours ceux qui sont prêts à en proposer une contrefaçon. Le désir profond de l'humanité de retrouver son berceau, son paradis perdu, a engendré non seulement de courageux explorateurs, mais aussi de maîtres de la supercherie. Voici l'histoire de l'ombre portée par la lumière d'une grande quête, l'histoire des plus grandes tromperies. Le désir de voir les preuves de ses propres yeux était si fort qu'il frôlait parfois l'utopie. En 1968, une sensation fit sensation dans le monde entier. Une route avait été découverte au large de l'île de Bimini, aux Bahamas, une chaussée sous-marine composée de gigantesques blocs de pierre parfaitement ajustés, s'avançant dans les profondeurs abyssales. Pour les adeptes du prophète endormi, Edgar Cayce, qui avait prédit la découverte des vestiges de l'Atlantide dans cette région, il n'y avait aucun doute, c'était bien elle, la route de Bimini. Une structure construite par l'homme qui avait résisté à des millénaires sous l'eau, les photographies de ces dalles cyclopéennes enflammèrent l'imagination. On avait l'impression d'y être enfin, le premier fragment tangible du continent englouti. Mais lorsque l'euphorie retomba, les géologues prirent la place des enthousiastes. Leurs outils étaient dénués de romantisme, marteaux, carottiers, microscopes, et leur verdict fut froid et sans équivoque. La route de Bimini était une formation géologique naturelle appelée grès de plage. C'est une roche sédimentaire qui se forme dans la zone intertidale et qui, au fil du temps, sous la pression, se fracture en blocs rectangulaires étonnamment semblables à des pavés. Le rêve fut brisé par la rigueur de la géologie. La route ne menait pas à la capitale de l'Atlantide, mais à une impasse d'illusions alimentée par un désir passionné de croire. Cependant, accepter un phénomène naturel comme un miracle est une chose, et en créer délibérément en est une autre. Au milieu du XXe siècle, dans la petite ville d'Ica, au Pérou, une collection a fait surface qui pourrait bouleverser toutes les idées reçues sur le passé. Des milliers de pierres d'andésite couvertes de gravures, et quelles gravures! Elles représentaient des scènes inimaginables pour une civilisation ancienne, des personnes utilisant des télescopes, des chirurgiens réalisant des transplantations d'organes complexes et, plus incroyable encore, des personnes vivant aux côtés de dinosaures, les domestimant et même les combattent. Le collectionneur, le docteur Javier Cabrera, consacra sa vie à l'étude de ces pierres, affirmant qu'il s'agissait des vestiges
d'une super-civilisation préhistorique, peut-être l'Atlantide, ou une de ses colonies. Qui étaient les créateurs de ces artefacts incroyables, maîtres de l'anatomie, de l'astronomie et de la paléontologie des millions d'années avant leur découverte officielle? La réponse était à la fois d'une simplicité risible et tragique. Le créateur était un agriculteur du coin, Basilio Ushuaia. Arrêté pour trafic de trésors archéologiques, il avoua avoir fabriqué lui-même ces pierres. Inspiré par des bandes dessinées et des manuels scolaires, il utilisait une perceuse pour créer des motifs sur des galets de rivière, puis les vieillissait dans du fumier. Il ne le faisait pas par malice, mais simplement pour gagner sa vie. La soif d'émerveillement était si grande qu'un simple agriculteur péruvien parvint à tromper le monde pendant des décennies, en lui vendant l'histoire qu'il voulait entendre. Mais peut-être aucune autre supercherie n'est-elle entourée d'autant de mystères et de mysticisme pseudo-scientifique que les crânes de cristal. Parfaitement taillés dans des blocs de quartz massif, ils émerveillaient par leur précision et leur perfection anatomique. Les légendes prétendaient qu'ils étaient un héritage des Mayas ou des Aztèques, voire des Atlantes eux-mêmes. On leur attribuait des pouvoirs surnaturels, la capacité de guérir, de provoquer des visions et de conserver des connaissances ancestrales. Le plus célèbre d'entre eux, le crâne Mitchell Hedges, aurait été découvert dans un temple maya et posséderait une volonté propre. Ces crânes sont devenus des symboles pour ceux qui recherchent des preuves de technologies anciennes rivalisant avec les technologies modernes. Une fois de plus, la science entra en scène. À la fin du XXe siècle, le British Museum et la Smithsonian Institution procédèrent à un examen approfondi de leurs spécimens à l'aide de microscopes électroniques. Les résultats furent accablants. Sur la surface parfaitement lisse du quartz, des marques indubitables furent découvertes, laissées par des outils rotatifs modernes. Des rayures microscopiques qui n'auraient pu être produites que par une meule diamantée à grande vitesse, une technologie apparue seulement au XIXe siècle. L'enquête mena à Eugène Bauban, un antiquaire français qui avait apparemment commandé ces artefacts à des joailliers allemands de talent et les avait vendus comme des reliques précolombiennes inestimables. Les mystérieux crânes atlantes s'avérèrent n'être que de superbes contrefaçons européennes. La route de Bimini, les pierres d'Ica et les crânes de cristal, ce ne sont là que les chapitres les plus notoires de la vaste encyclopédie de la supercherie, écrite en marge de la quête de l'Atlantide. Pourquoi sommes-nous si facilement dupés par ces mensonges? Parce que ces contrefaçons ne sont pas que des pierres et du verre. Elles sont le reflet de nos espoirs les plus profonds. L'espoir que notre passé fut plus glorieux que nous ne l'imaginons, que nous ne sommes pas les premiers à avoir atteint les sommets du savoir, qu'au plus profond du temps subsiste un âge d'or perdu, dont nous découvrirons peut-être un jour la clé. Les faussaires ne sont pas de simples escrocs. Ce sont des psychologues talentueux qui exploitent cette soif universelle d'émerveillement. Ils proposent une image simpliste et idyllique du monde, remplaçant une réalité complexe et souvent décevante. Et c'est là que réside leur plus grand danger. Ils ne se contentent pas de créer de faux artefacts. Ils inventent un passé fictif qui occulte la véritable histoire de l'humanité, non moins fascinante. Ils nous entraînent sur une fausse piste, nous éloignant toujours plus de la véritable Atlantide, qu'elle ait réellement existé ou qu'elle soit simplement un symbole éternel de la quête humaine. Et pour nous rapprocher de la vérité, nous devons d'abord apprendre à la distinguer des mensonges les plus ingénieux. Ainsi s'achève notre voyage. Nous avons exploré les profondeurs marines,
mûri des hypothèses complexes et parcouru les ruines de cités antiques en quête de la réponse à une question qui résonne à travers les millénaires. Qui a bâti l'Atlantide ? Nous l'avons cherché dans le cratère bouillonnant d'un volcan de Santorin, parmi les mégalithes de Bimini, dans les cités perdues d'Amazonie et même dans les étendues glacées de l'Antarctique. Nous avons examiné les preuves, analysé les textes et d'écouter les voix, des sages antiques aux rêveurs d'aujourd'hui. Et maintenant, au seuil du dénouement, force est de constater que la réponse la plus importante n'était pas enfouie sous les flots depuis toujours, mais inscrite au cœur même de l'histoire. Le véritable architecte de l'Atlantide, celui qui érigea ses murs resplendissants et sculpta ses canaux concentriques, non pas dans la pierre et l'orichalque, mais dans les mots et les idées, fut Platon. Il en fut le créateur, le chroniqueur et le prophète. Pour lui, l'Atlantide n'était pas seulement la carte d'un continent oublié, mais un miroir tendu à sa propre civilisation, à sa ville natale, Athènes. C'était l'expérience de pensée ultime, une parabole philosophique revêtue des atours du mythe épique. Platon nous a présenté l'état idéal dans son Athènes, puis nous a révélé son sombre jumeau, l'Atlantide. Au premier abord, elle incarnait l'utopie. Une civilisation bénie des dieux, dotée de richesses incommensurables et d'une technologie sans précédent. Ses habitants étaient sages, justes et vertueux. Ils vivaient en harmonie avec la nature et entre eux, leur empire rayonnant d'ordre et de prospérité. Mais un poison lent, celui de l'orgueil, coulait déjà dans les veines de leur succès. La catastrophe qui détruisit l'Atlantide n'était pas qu'un phénomène géologique. Les tremblements de terre et les inondations n'étaient que la manifestation physique d'une décadence morale bien plus profonde. Les Atlantes, comme le raconte Platon, oublièrent leur nature divine. Ils furent consumés par l'avidité et l'égoïsme humain. Leur vertu céda la place à l'avarice, leur sagesse à l'arrogance et leur harmonie avec le monde à une soif insatiable de pouvoir et de conquête. Ils s'arrogèrent le droit de dominer le monde grâce à leur puissance technologique et militaire. Et à cet instant précis, en se considérant égaux aux dieux, ils signèrent leur propre arrêt de mort. La grande civilisation s'effondra moins sous les coups des éléments que sous le poids de ses propres vices. La fissure se propagea d'abord non pas dans la terre, mais dans l'âme même de la civilisation. Et c'est là la leçon centrale et durable de l'Atlantide. C'est un avertissement adressé non pas au passé, mais à l'avenir, à notre avenir. Regardez autour de nous. Ne sommes-nous pas, civilisation du XXIe siècle, à la même croisée des chemins? Nos gratte-ciels de verre et d'acier, perçant les nuages, ne sont-ils pas les nouveaux temples de Poséidon? Nos réseaux mondiaux, enchevêtrant la planète et transmettant l'information à la vitesse de la lumière, ne sont-ils pas l'orichalque mythique, brillant plus fort que le feu? Nous avons appris à scinder l'atome, à déchiffrer le génome et à envoyer des messagers aux étoiles. Nous possédons des pouvoirs dont les anciens Atlantes n'auraient même pas pu rêver. Notre puissance semble illimitée, notre progrès irréversible. Mais ne sommes-nous pas grisés par nos propres réussites? Avons-nous commencé à croire que nous pouvons conquérir la nature en toute impunité, épuiser ses ressources et modifier le climat de la planète sans nous soucier des conséquences? Les océans montent, les glaces millénaires fondent, et les conflits politiques ainsi que la soif de domination divisent les nations, menaçant une paix fragile. Nous avons créé des technologies capables de nous sauver ou de nous anéantir en un instant. À l'instar des Atlantes, nous sommes en équilibre précaire entre utopie et oubli.
l'histoire de l'Atlantide n'est pas celle du Nil englouti. C'est notre histoire. Celle du cycle éternel de l'ascension et de la chute, celle de la frontière ténue entre création et autodestruction. Elle nous rappelle qu'aucune perfection technologique, aucune richesse matérielle ne peut sauver une civilisation qui a perdu son sens moral. La sagesse, la compassion, le respect du monde et de soi-même, tels sont les véritables piliers sur lesquels repose toute grande société. Et lorsque ces piliers commencent à s'effriter, même l'édifice le plus solide s'écroule. Alors pourquoi le mythe de l'Atlantide continue-t-il de nous fasciner autant après 2500 ans? Parce qu'au fond de nous, nous en percevons la vérité. Il fait appel à notre peur inconsciente de la fragilité de notre propre monde. Il sollicite notre espoir éternel en l'existence d'un âge d'or idéal, d'un paradis perdu. Il nourrit notre imagination, inspirant écrivains, artistes et explorateurs à poursuivre leurs recherches. Nous ne trouverons peut-être jamais de preuves matérielles de l'Atlantide au fond des océans. Ces ruines ne subsisteront peut-être à jamais que dans les dialogues de Platon. Mais son héritage ne réside pas dans des pierres, mais dans une idée. Il nous rappelle sans cesse que la grandeur ne se mesure pas à la hauteur des tours érigées, mais à l'esprit de ceux qui les ont construites. Le plus grand héritage d'Utopia ne réside pas dans ses trésors engloutis, mais dans l'inexplicable question qu'elle pose à chaque génération, y compris la nôtre. Saurons-nous entendre son avertissement silencieux? Parviendrons-nous à maîtriser notre propre arrogance avant qu'elle ne nous consume? Quel sera notre héritage? Deviendrons-nous un exemple pour les générations futures ou simplement une légende de plus perdue dans les méandres du temps, autour de laquelle se tisseront des mythes, tandis que l'on s'interrogera sur notre identité et les raisons de notre disparition? Le choix, comme toujours, nous appartient.